Eh bien, vous avez reconnu Les Yeux Noirs, le générique de l'émission Chronique Hebdo. Aujourd'hui, 23 décembre, nous sommes dans le studio, la première émission en direct, et c'est l'invité de Chronique Hebdo qui va commencer sur la radio de la Fédération anarchiste. Eh ben alors bonjour, Jean-Manuel Trémont, qui va nous raconter, qui est venu dans les studios de Radio Libertaire, malgré la neige, 3 mètres de neige. Malgré la neige, l'ouragan, le froid, les ours polaires. Mais t'as pris l'avion de Levallois-Perret jusqu'au studio de Radio Libertaire. Je me suis arraché aux geôles balkaniennes. Oui, mais il a l'habitude parce qu'il faisait du ski à Dubaï il y a pas longtemps. on va rappeler, on va en parler ce matin évidemment sur Radio Libertaire dans l'émission l'invité de Chronique Hebdo avec Jean-Manuel Trémont. Alors Jean-Manuel Trémont, on va rappeler quand même aux auditeurs que tu étais venu nous voir c'est ce qu'on disait avant de commencer l'émission, il y a juste 10 ans pour des petits ou des très grands ouvrages, en tout cas volumes, il y a eu 4 volumes, Le Trésor des méchancetés, alors en sous-titre, Anthologie d'humour à l'usage des anarchistes. Alors on va en parler aussi ce matin. Oui, notre question ça va être, est-ce qu'on a vraiment pendant ces 10 ans été capable d'avoir un peu d'humour? Alors je parle pas seulement de notre émission, mais je parle des anarchistes que tu fréquentes. Écoute, il y a quelque chose dont je suis très fier pour le Trésor des méchancetés, c'est que il y a au moins un groupe de gens qui l'a utilisé, c'est le Monde Libertaire, les petites citations de la couverture, quand ils sont flemmards, quand ils ont pas beaucoup cherché, hop, ils ouvrent le Trésor des méchancetés et zoom, ils en sortent une. Ce qui était un peu le but de l'opération. Est-ce que il y a assez d'humour dans l'univers anarchiste? Parce que nous avons quelques doutes nous-mêmes. Je me dis la chose suivante, il y a un contraste constant entre le fait que souvent les anarchistes en personne sont des gens extrêmement rigolos et à l'humour, d'ailleurs précisément méchant, c'est un peu pour ça que je l'avais appelé le Trésor des méchancetés, et le fait que dès qu'on est ensemble, on dit des choses rarement drôles et souvent tristes. Mais je crois que comme on est tout le temps indigné, c'est l'une des caractéristiques communes aux anarchistes, on a du mal à se rappeler que l'indignation, c'est pas comme la grippe, ça s'attrape pas, oui. parce qu'on est voisin de quelqu'un qui l'a. Pour savoir la transmettre, il vaut mieux la transmettre un peu enveloppée dans du miel, et le miel, c'est l'humour. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, on n'attrape pas les gens avec uniquement des méchancetés. Mais alors, est-ce que c'est pas le côté militant, tu vois, qui détruit un peu cette capacité du doute, de l'ironie qu'on peut avoir par rapport à, en effet, des choses importantes? Paradoxalement, je pense que la situation est complexe. Je m'aperçois que quand je parle avec des gens qui sont pas anarchistes pour dessous, mais qui ont quand même d'excellentes raisons d'être indignés, c'est-à-dire en gros 99% de la population, je vois que j'ai tellement envie de leur expliquer ceci ou cela, que c'est un fait que c'est difficile de se souvenir que ça passe mieux si on fait d'abord de l'humour. On a tellement envie de transmettre immédiatement l'information, et on s'aperçoit en plus tellement vite que l'information qu'il faut transmettre, elle est tellement complexe, elle est tellement longue, il y a tellement de choses à expliquer, qu'on en oublie de le faire avec humour. Heureusement, si c'est un trait de caractère qu'on a personnellement dans les relations individuelles avec les gens, souvent on le fait. Le problème, c'est qu'effectivement en tant que mouvement, on le fait pas assez. Et moi, je regrette que des institutions comme Charlie Hebdo, qui était ma foi fort drôle, est complètement oublié de l'être, et puis également est un peu oublié, en particulier pendant la période valienne. C'est leur chef. Alors est-ce que c'est la notion de chef qui contribue en effet à détruire toute capacité de se regarder avec ironie? C'est l'évidence la plus parfaite, et je m'en suis rendu compte encore une fois en voyant cette excellente vidéo. Zut, alors j'ai oublié le titre. En tout cas, c'est cette biographie du professeur Choron, cette célébration du professeur Choron, où on voit justement des interviews avec Val, et où tout d'un coup, rien qu'en le voyant et en l'écoutant parler, en voyant la manière dont il tenait son corps, la manière dont il parlait, la manière dont il regardait les gens, tout d'un coup, on voit que en réalité, c'était pas quelqu'un de si drôle que ça, et que c'était un vrai salaud. Alors, on va raconter juste, les auditeurs doivent le savoir. Avec l'histoire de Ciné,
En particulier, on vient de le savoir, que donc Charlie Hebdo, et en particulier Philippe Val, mais comme dit Ciné, il a foutu le camp à France Inter, a été condamné au bout de 2 ans, par rapport aux propos qui avaient été tenus, et qui, dans Charlie Hebdo, et qui, Ciné était venu nous voir il y a un peu plus de 2 ans, avait été viré, et on l'avait évidemment essayé de le flinguer en le qualifiant d'antisémite. Et par rapport à ça, c'est très important, parce que le procès a eu lieu là, enfin ça a duré plus de 2 ans, donc pour Ciné, ça a été quelque chose de quand même assez difficile, et la condamnation est tombée, 40 000 euros justement, que Charlie Hebdo devra verser à Ciné. Alors, il va reprendre son journal. Et on reconnaît surtout dans l'attendu justement qu'il y avait aucun propos, il y avait aucun mot, aucune allusion antisémite. Donc c'est une bonne chose, parce que souvent on a évoqué, on l'a rappelé quand même ici, quand on voulait flinguer quelqu'un, ça marche bien. Donc oui. On l'accuse de la rage. C'était la technique systématique de Val. Il y a eu un excellent petit livre qui est sorti, qui s'appelle Même pas drôle, justement sur Val à Charlie Hebdo, et on s'aperçoit qu'à chaque fois que Val a un ennemi ou un rival vers les positions de pouvoir qu'il essaie de conquérir, il l'accuse systématiquement d'antisémitisme. Alors je veux juste rebondir sur un petit bidule, parce qu'en ce moment je suis en plein dedans. Le mot antisémitisme me fait penser au génocide des Juifs par les nazis, et le mot génocide me fait penser à l'énorme lecture que je suis en train de me taper en ce moment, un livre extraordinaire, un vrai monument. Ça s'appelle Le rôle de la France dans le génocide des Tutsis. C'est de Jacques Morel. C'est sorti à l'Esprit frappeur. Attention, c'est 1500 pages. Alors, c'est comme le monument de Raoul Hilberg sur le génocide des Juifs, la destruction des Juifs d'Europe. C'est un livre absolument gigantesque sur l'implication. C'est un documentaire. C'est une série de témoignages, non? Non, c'est un rassemblement remarquablement bien organisé qui explique le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, mais absolument, ça part depuis le début, ça va jusqu'en 2010, avec des centaines de preuves, de témoignages, de documents remarquablement bien organisés les uns après les autres. C'est donc publié par l'Esprit frappeur, une maison dans la santé financière, on va pas trop en parler. En particulier, c'est tenu par Michel Sidbon, qui, si j'ai bien compris en ce moment, est en grève de la faim à propos de défense d'histoire du cannabis. Et alors c'est un livre extrêmement difficile à lire, puisque 1500 pages. C'est pas donné, 60 €, mais vraiment je regrette pas de l'avoir acheté, parce que c'est impressionnant de travail et d'énergie pour démontrer de manière absolument implacable et impeccable que la France est plongée, la France de Mitterrand, la France de Balladur, est plongée jusqu'au cou dans le génocide des Tutsis. Alors c'est intéressant, parce qu'on s'aperçoit que, par exemple, à l'époque du génocide des Tutsis, on a qui au gouvernement? On a Balladur, c'est-à-dire le mentor de Monsieur Sarkozy. On a Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères. On a enfin tout un tas de gens. Oui, voilà, exactement. On a tout un tas de gens sympathiques et qui en ce moment surtout s'auto-congratulent les uns les autres. Et on avait aussi beaucoup dit que l'Église catholique en particulier était impliquée très directement dans l'appel au crime. Alors, elle est impliquée dans tout le truc, de haut jusqu'en bas. D'abord, ça commence très loin, depuis les années 30, avec les Belges qui ont divisé pour régner et qui ont considérablement accentué le clivage entre éleveurs et agriculteurs, c'est-à-dire entre Tutsis et Hutus. Les Belges ont dit des Tutsis qu'ils étaient une ethnie différente, qu'ils étaient plus grands, qu'ils étaient plus aristocratiques, que c'était le noir évolué, le noir instruit contre le nègre débile. Et l'Église catholique s'est précipitée là-dessus. Et par exemple, le livre de Morel cite des textes de missionnaires et de pères blancs avec toutes les absurdités racistes que vous pouvez imaginer. Et on sait que pendant le génocide, des églises, des prêtres catholiques ont prêté leurs locaux aux génocidaires, voire, dans certains cas, ont prêté main forte aux génocidaires, c'est-à-dire on maniait la machette avec allégresse. C'est bourré de statistiques ahurissantes, ce livre, une seule suffira. Les génocidaires avaient commandé à la Chine 500 000 kilos de machettes. Alors c'est pas compliqué, une machette ça pèse en gros 1 kilo, donc ils avaient prévu en gros une machette pour un homme
Hutus sur 3 étaient munis d'une machette pour le génocide. Et la machette, c'est pas bête, parce que d'abord, ça permet d'impliquer des centaines de milliers de gens, donc de faire en sorte de protéger les génocidaires après. Et puis, ça permet aussi de tromper les médias, parce que l'arme de la machette, ça fait arme populaire, hein, ça fait arme de gens acculés qui se défendent, ça fait pas mitrailleuse des Einsatzgruppen. Donc c'était ça un peu l'idée. Voilà, excusez-moi, oui, alors voilà, juste dedans, alors Jean-Manuel, alors là aussi, puisque c'est l'invité de Chronique Hebdo, tu as vu l'horaire, hein, c'est relativement tôt, donc ce qu'on veut faire aussi, c'est, on se dit, pour les gens qui sont sur d'autres radios, ils peuvent éventuellement venir sur Radio Libertaire. Et alors, ce qui est intéressant aussi, puisqu'on a commencé tout à l'heure l'émission, faudrait, pour des gens qui seraient la première fois sur Radio Libertaire ou qui te connaîtraient pas, de faire une petite présentation, parce que ce qu'on souhaiterait peut-être, c'est au travers de tes ouvrages, nombreux ouvrages, revenir un petit peu sur ton parcours. Alors, je voyais justement ce matin, j'avais apporté ce bouquin en 2005 qui a été publié donc à l'atelier de création libertaire. Il faut le rappeler. Alors beaucoup d'ouvrages, hein, on verra ça ce matin. Donc en 2005, le guide érotique du Louvre et du musée d'Orsay, après ce qu'on vient de dire. Alors justement, essayer par une courte présentation, le fait que tu sois né à mi-temps, on pourrait dire du XXe siècle, un petit peu après. Il y a des gens qui travaillent à mi-temps et après il y a les gens qui sont nés à mi-temps. Voilà. Alors, ensuite, le malheureux, c'est qu'il y a plein de gens qui vivent à mi-temps. Je ne dirais pas justement l'année, mais enfin à nous de découvrir. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on te définit avec une activité. Alors, une activité libre, salariée indépendante, on va voir ça, de guide. Hein, par rapport au musée, guide interprète par rapport, on va voir le musée du Louvre et le musée d'Orsay. Rappelez alors aussi que tu t'exprimes, non seulement tu t'exprimes, mais tu dois penser. Je dis exprimer, penser en plusieurs langues. Vaut mieux quand on s'exprime, penser un peu. C'est toujours utile. Et penser en plusieurs langues, ça c'est quand même quelque chose, je crois, d'important. Alors, ça doit être difficile d'ailleurs, parce que j'ai vu qu'il y avait un dictionnaire qui vient de sortir des concepts nomades. Oui, j'ai vu ce titre étonnant. Alors, ou bien c'est excellent, ou bien c'est nul à chier, parce qu'avec un titre aussi ambitieux, c'est dangereux. Cela dit, il y a quelque chose qui m'intéresse dans le titre. Il y a très très longtemps, dans un livre de John Brunner, un auteur de science-fiction, je suis tombé sur une idée qui est une idée presque réelle maintenant, un métier que le gars imaginait, et justement c'était des gens qui prenaient des concepts ou des idées dans un domaine scientifique et qui les importaient dans un autre domaine scientifique. Ah là, c'est pas ça, c'est de pays à pays, parce qu'ils s'intéressent à l'Europe. Alors, par exemple, moi, j'ai lu dans Le Monde l'article sur la laïcité, et d'une façon assez paradoxale, la comparaison avec évidemment des tas de nuances entre la France et la Turquie sur cette notion de finalement se partager le pouvoir, c'est-à-dire au fond les kémalistes en Turquie supportaient pas d'être en quelque sorte domestiqués par les musulmans, enfin par le clergé, encore qu'il n'était pas très important. Donc effectivement, ça explique qu'ils ont décidé de faire un espèce de régime civil, hein, parce que et en France c'était un petit peu la même chose. La loi de 1905, c'est pas une loi de liberté, c'est une loi finalement de séparation des pouvoirs entre l'Église et entre la... Alors, c'est cette idée-là qu'il y a dans ce dictionnaire, je crois. Alors, la laïcité, par exemple, moi qui justement gagne ma vie, entre autres choses, en parlant avec des Américains constamment. Je voulais faire juste une brève présentation. Donc voilà, pour les auditeurs qui te connaîtraient pas. Alors, là aussi, les publications aux éditions ACL, on vient de le dire, en particulier en 1994, Récit de Christiania. Alors là, on va revenir justement en 94. On en a parlé au début de cette émission, Le Trésor des Méchancetés. Hein, c'était 98-19. Tu étais venu nous voir à cette époque-là, dans l'émission Chronique Hebdo. Là aussi, on cite, alors on va voir un titre intéressant, Le Japon mal rasé, en 2000. Et on continue en parlant des traductions que tu as faites sur Paul Goodman avec la critique sociale. Alors, là aussi, Enrico Bage,
la prononciation. By, sous l'art, l'or, exactement. Donc ça, et puis un autre ouvrage. Alors il y a Virilio, Discours sur l'horreur de l'art. Alors je voulais dire terminé. Et aussi, alors on va en parler quand même, on va peut-être développer Sourate, dernier ouvrage. Sourate pour Dubaï. Pour Dubaï, qui est quelque chose. Alors pour les auditeurs, essayez de rappeler la quintessence du capitalisme. Ça, on va le développer assez longuement. Mais peut-être on va revenir. Et puis Jacques, tu avais repéré aussi un petit ouvrage traduit en particulier sur le mutualisme. Donc essayez de l'aborder. Oui, c'est parce que en regardant sur Internet, je me suis aperçu que tu t'étais beaucoup passionné et que tu avais fait un article en avril 2010 ou en février à la mort de Colin Ward. Oui, effectivement. Et donc, en regardant ce qu'avait écrit, très rapidement, simplement 1 ou 2 pages, cet écrivain, architecte, penseur, anarchiste anglais qui avait pendant une dizaine d'années tenu une revue anarchiste qui s'appelait Anarchy. Excellente revue dont il était le principal rédacteur. Je me suis aperçu qu'il citait Proudhon et Kropotkin et qui faisait un discours très très proche des idées anarchistes sur, au fond, l'aide mutuelle, le mutualisme par opposition au capitalisme, le fédéralisme, etc. Et donc ça me paraissait être deux petites choses que je dois rajouter. Oui, d'abord sur mes bouquins, il y en a eu évidemment quelques autres en plus, en particulier la dissection du sadomasochisme organisé, qui était une étude sur les organisations de sadomasochistes, le paradoxe qu'il y avait avec cet univers qui est axé sur la domination, le paradoxe qu'en réalité dans cet univers-là les gens sont très égalitaires et se comportent de manière bizarrement extrêmement égalitaire. Également la petite brochure, tout ça publié à l'ACL, sur attention religion, c'est-à-dire comment est-ce que la religion colle à l'esprit et qu'est-ce qu'on peut faire pour la décoller. Pour en revenir à Colin Ward, je l'avais rencontré, c'était quelqu'un d'extrêmement gentil au colloque sur la culture libertaire qui avait été organisé également par l'atelier de création libertaire, et j'avais traduit toujours pour l'atelier de création libertaire son livre sur l'eau. Dont j'avais les voleurs d'eau. Les voleurs d'eau. Et il est d'ailleurs absolument fascinant que le sujet de l'eau est maintenant évidemment un sujet fondamental. L'eau commence à devenir ce que les capitalistes appellent une ressource rare, alors qu'elle ne devrait pas l'être. Et plus je continue à lire des livres sur l'eau, et plus je m'aperçois que les gens pompent allègrement l'ouvrage de Colin Ward sans jamais le citer. La chose étonnante étant que la fille même de Colin Ward a pondu un plagiat du livre de son père en commettant l'exploit de ne pas le citer une seule fois, même dans la bibliographie, ce qui est quand même pas mal. Alors Colin Ward était effectivement un anarchiste étonnant. Qui a travaillé comme un fou toute sa vie. À nouveau, Anarchy a été l'une des meilleures revues anarchistes jamais publiées. Il en écrivait en gros 70%. Et il n'y a pas eu le relais, parce qu'au fond, tu disais que ça avait duré seulement une dizaine d'années. Voilà, parce que tout simplement, au bout de 10 ans, il a été complètement épuisé. Il fallait quand même qu'il gagne sa vie entre-temps. Il avait des activités militantes nombreuses. Il a énormément écrit lui aussi. Et donc, au bout de 10 ans, il a eu l'impression qu'il allait commencer à se répéter. Et c'est la raison pour laquelle il a arrêté. Incontestablement, dans son anarchisme était un anarchisme effectivement passablement mutualiste, kropotkinien, proudhonien, également très très proche de Paul Goodman. Paul Goodman dont on parle pas assez. Ce qui est tout à fait dommage, parce que ce qu'il dit est extrêmement d'actualité. Par exemple, ce qu'il dit sur la conscience professionnelle, la fierté du travail, qui sont des mots qui pourraient être des mots excellents, et qui ont été complètement volés et dérobés pour permettre l'exploitation par les patrons. Et lui a fortement raison de dire, mais on nous a dépossédés de ça, qui devrait être une source de bonheur personnel et de bonheur collectif en même temps. Le travail comme créativité. Comme créativité. Alors Jean-Manuel, t'as commencé à vivre dans une communauté. Et le nom de cette communauté, Christiania.
Alors voilà, on est un peu inquiet, on se dit qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, où sommes-nous sur Radio Le Seigneur Libertaire. va à présent vous parler sur Radio Libertaire. Alors je rappelle que Christiania, le nom est un petit peu bizarre effectivement pour ce qui était en réalité un énorme squat, mais c'est tout simplement que Christiania se trouve sur une île de Copenhague qui s'appelle Christianshavn, le port de Christian. Parce que ce port, cette île avait été construite, c'est une île artificielle construite par Christian IV, l'équivalent de Louis XIV au Danemark. Et c'est la raison pour laquelle ça s'est appelé Christiania, même si je pense qu'effectivement le nom est pas spécialement heureux, d'autant plus que ça crée une confusion constante avec l'ancien nom de la capitale norvégienne, qui était également Christiania. Alors c'est un peu rapide de dire que j'ai commencé à vivre dans une communauté, parce que j'ai commencé à vivre avec mon papa, ma maman et mon frérot dans une famille petite bourgeoise classique ça, parisienne. Voilà. Mais tu t'en es sorti. Voilà, j'en suis sorti, mais de fait, j'ai pénétré, j'ai mis le pied pour la première fois à Christiania en 1976. J'ai été complètement fasciné. Je m'y suis installé en 1979 et j'y suis resté jusqu'en 1984. Alors également, le mot communauté est un mot extrêmement variable. Et avec Christiania, c'est un mot un petit peu dangereux. On a eu tendance à croire que Christiania, que communauté en français, ça voulait dire fatalement communauté comme on les voyait, mettons, dans les années 70, tout le monde vit ensemble, tout le monde baise ensemble et on élève des chèvres. Christiania, c'est d'abord un village avec toute une série de gens qui non pas vivent ensemble, mais vivent dans le même lieu, puis font éventuellement des activités ensemble. Et c'était ça qui était intéressant, c'était que on était donc dans les années 70, 80, 90 et encore maintenant, puisque ça tient encore, en plein milieu d'une capitale européenne, avec 1 millier de personnes qui vivaient selon des critères principalement anarchistes. Alors je voudrais là rappeler que depuis le début de Christiania, régulièrement quand les gens qui n'ont pas... Ça a commencé quand? En 1971. Régulièrement les gens... Voilà, 40 maintenant. 40 oui, en 2010. 40 ans, oui. Et régulièrement, les gens qui parlent de Christiania sans y avoir mis les pieds, la première phrase qu'ils disent, c'est le lieu commun. Oh, mais c'est plus du tout ce que c'était. Alors déjà, en 1975, au bout de 4 ans, oh, c'est plus du tout ce que c'était. En 1985, au bout de 15 ans, oh, mais c'est plus du tout ce que c'était. En 2010, oh, c'est plus du tout ce que c'est. C'est immédiat. Et quand, à chaque fois que je dis, j'ai vécu à Christiania avec les gens, ils sont passés pendant exactement 4h25 secondes. C'est leur sentiment, leur souvenir de jeunesse. Non, je parle des gens vraiment qui connaissent pas, qui sont juste passés, qui ont été les visiteurs rapides, ou bien les gens qui ont simplement entendu dire, et alors toujours dire, oui, puis ça vient de fermer. Oui, ça vient de fermer. Ça fait 40 ans que ça vient de fermer, et si ça vient pas de fermer, ça fait 40 ans qu'en fait, ça y est, c'est fini. Ils sont tous devenus d'affreux capitalistes. Alors, en réalité, ce qui se passe, c'est que comme ça a 40 ans d'âge, les gens, le noyau dur des gens qui l'ont fondé, ils ont, excusez-moi, messieurs, ils ont votre âge. Un certain âge. Oui, ils ont votre âge. Alors, parce que non, mais je ne révélerai pas que ces deux voix viriles, merveilleuses, appartiennent à deux messieurs aux cheveux particulièrement blancs. Pas, voilà, parce que c'est pas grave, les miens aussi sont blancs. Et puis c'est très bien les cheveux blancs. Non, avec la neige. Voilà. Aujourd'hui. C'est maintenant évidemment un lieu où les gens, où la moyenne d'âge est devenue considérablement plus élevée, mais c'est un lieu qui continue à avoir des tas de gens jeunes qui viennent s'y installer, et c'est un lieu qui continue à se renouveler et qui est encore parfaitement vivant. Et les informations comme quoi ça y est, c'est fini, c'est foutu, ou alors celles comme quoi c'est fini, c'est foutu, c'est capitaliste, sont totalement absurdes. C'est un lieu qui continue. Je suis extrêmement content d'avoir écrit ce livre. Je rappelle qu'il n'y a pour l'instant que 2 livres en français sur Christiania, l'un qui est épuisé depuis très longtemps, qui avait été fait dans les années 70 par une fille qui s'appelait Kat Poe et qui était paru aux éditions Parallèles, qui est complètement introuvable maintenant. Le mien, Récit de Christiania, est parfaitement disponible à l'atelier de création. Et alors, tu racontes un peu ce qu'ils font, quel genre de relation avec le monde extérieur. Voilà, je raconte 2 choses. Je raconte en gros l'histoire de Christiania jusqu'en 84, l'époque à laquelle je suis parti de Christiania. Et puis je raconte non pas ce que j'y ai vécu, parce que j'étais tout gamin, ce que j'ai fait, ça n'a pas grand intérêt, mais que j'ai vu de moi-même, ce que j'ai compris par moi-même en vivant et en travaillant là-bas. Donc c'est pas du tout centré sur ce qui m'arrive à moi, mais en revanche, quand ce qui m'arrive à moi éclaire la manière dont le lieu fonctionne, c'est ce que j'essaie de faire comprendre au lecteur. Et la relation avec l'État danois? Alors la relation avec l'État danois, elle est savoureuse, elle est pleine d'ironie, parce que l'État, comme tous les États, comme toutes les administrations, veut classifier.
Et le problème, c'est que... Il veut pas éliminer, quand même. Il aurait bien voulu éliminer. Il me semble en plus que il y a des politiciens de droite actuellement au Danemark. Il y a des politiciens de droite, il y a toujours eu des politiciens de droite. Non, mais même au pouvoir. Oui. Alors le truc, c'est que la chose qui a sauvé Christiania depuis le départ, c'est que Christiania, entre autres caractéristiques, est une réserve de cas sociaux. Et cette réserve de cas sociaux coûte beaucoup moins cher à l'État danois que si les 10 cas sociaux vivaient à l'extérieur de Christiania. Parce que le Danemark paye les loyers des cas sociaux. Alors les loyers à l'extérieur c'est très cher, et les loyers à Christiania, depuis très longtemps, Christiania a passé un accord avec justement la sécurité sociale danoise, et les loyers des gens qui sont à Christiania sont extrêmement bas, en particulier par rapport à l'extérieur. Donc à chaque fois qu'un politicien de droite a voulu faire son petit Sarkozy, et a dit, ouais, allez, dans 3 mois je les vire. Il a ensuite fait son addition, il s'est dit, j'ai 1000 personnes à recaser, ça va me coûter très cher, et c'est la raison pour laquelle les christianites c'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles les christianites ont été tolérés par l'État danois. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'État danois n'a jamais réussi complètement à faire de Christiania une institution. Je m'explique. Un État veut un interlocuteur responsable. Et qui dit interlocuteur responsable, dit interlocuteur chef. Les christianites, bien entendu, n'ont jamais voulu de chef. Et donc, c'est l'une des choses aussi qui ont contribué à la survie de Christiania, c'est que pendant 40 ans, à chaque fois que quelqu'un discutait avec l'État danois, et l'État danois disait, bon, vous signez là en bas, la personne disait, mais attendez, ma signature n'engage que moi. Je ne représente que moi-même. Je ne suis pas Christiania. Christiania, c'est l'ensemble des christianites. Et l'ensemble des christianites est un concept vague qui change au gré des arrivées et des départs. Et si vous vouliez que tout le monde signe, il faudrait que réellement, physiquement, les 1000 ou les 2000 christianites signent. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont survécu. Alors, depuis maintenant une vingtaine d'années, l'État danois a fait une telle pression qu'il y a des espèces de comités qui servent d'interlocuteurs à l'État danois, mais un interlocuteur n'est heureusement pas une structure coercitive. Et alors donc ça c'est les relations avec l'État, mais est-ce que on peut dire que comment la population extérieure à Christiania danoise voit cette expérience qui maintenant est au fond une histoire presque du Danemark et de Copenhague. Alors est-ce qu'il y a des liens, des relations? Il y a des tas de manières intéressantes. Des conférences? Est-ce qu'il y a Alors, l'une des raisons pour lesquelles je suis guide touristique de mon métier, c'est que quand j'étais à Christiania, j'étais affligé par la manière dont beaucoup de gens entraient dans Christiania, et ils entraient dans le pire coin de Christiania, ils voyaient des tas de chiens, des énormes chiens sans laisse, ils voyaient des pushers, des vendeurs de shit en blouson de cuir, ils voyaient ce qu'il faut bien appeler une crasse généralisée, et effrayés, ils faisaient demi-tour au bout d'une demi-heure. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fondé avec d'autres ce qu'on a appelé le groupe d'information, et qui consistait entre autres choses à faire des visites guidées de Christiania. Le rapport de l'opinion publique danoise avec Christiania est extrêmement complexe. Comme le Danemark est un petit pays et que Christiania est au cœur de la capitale, les Danois ont assez vite compris de quoi ils retournaient dans Christiania. Alors, bien entendu, les médias danois de droite ont considérablement cherché à mentir sur la réalité de Christiania. Néanmoins, les gens ont assez vite compris de quoi ils retournaient. Et bien entendu, il y a un clivage, les gens de droite sont furieux, Christiania ne possède pas le terrain, ils payent pas assez d'impôts, qu'est-ce que c'est que ces parasites? Les gens de gauche ont été en général plutôt favorables, tout en regrettant que Christiania ne soit pas un peu plus propre et un peu plus positive pour l'image du Danemark. Mais néanmoins, le Danemark est, en tout cas de tous les pays de la Scandinavie, le pays le plus tolérant à l'égard de Christiania. Ce qui est beaucoup plus gênant, ce sont les autres pays scandinaves. Et je le sais fort bien parce que pendant 2 ans, c'était moi qui recevais les coupures de presse qui traitaient de Christiania. On avait commandé à une société l'ensemble des coupures de presse qui parlaient de Christiania. Et je voyais la manière dont les médias suédois en particulier déformaient systématiquement ce qui était dit sur Christiania, sans parler des médias français. Mon meilleur souvenir du Figaro Magazine, dont j'ai reçu pendant 3 jours un photographe que j'ai piloté pendant 3 jours à Christiania, tout en sachant pertinemment que le gars allait mentir, c'est ceci. Le gars, je le pilote donc pendant 3 jours. À l'époque, il y avait à peu près 1000 christianites, et sur 1000 christianites, il y avait en gros 150 vendeurs de shit, j'entends bien de shit. Il y avait personne qui vendait de l'héroïne ou des drogues dures.
Résultat des courses, un article paraît dans le Figaro Magazine. Les 3000 christianites vivent grâce à l'argent des vendeurs d'héroïne. Alors vous imaginez les vendeurs d'héroïne qui font de l'argent, qui ensuite financent le quotidien des hippies, et avec en particulier un reportage photo qui était absolument répugnant. J'avais montré à ce salopard de photographe deux copains à moi, punk et homosexuels, qui tenaient une imprimerie, laquelle imprimerie imprimait entre autres choses le journal intérieur de Christiania. Donc deux gars parfaitement sympathiques et travaillant durement, qui justement se lèvent le matin, comme certains monstrueux tortionnaires de Radio Libertaire qui exigent qu'on vienne les voir à 8h du matin. Oui. Et le gars les prend en photo, donc sortant de chez eux à 7h du matin, puis allant vers leur imprimerie, l'œil légèrement pas frais. Légende des photos. Notre photographe en embuscade a réussi à obtenir des photos de trafiquants se rendant vers leur rendez-vous avec leur contact supérieur. Alors évidemment, comme les gars en plus ils étaient punk, vous imaginez, avec la crête, etc. En 1983, ça a dû faire frémir dans les chaumières dans le Figaro Magazine. Et là, je dois avouer que vraiment ça m'a ouvert les yeux, parce que là j'ai compris que on peut imprimer des mensonges absolument sidérant, d'une énormité colossale. Quand vous voyez dans votre vie personnelle que les gens mentent de manière aussi éhontée, et en plus pour un phénomène qui est relativement marginal, sans grande importance politique. Christiania est une excellente chose, mais enfin, elle n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Voilà, ça n'a pas changé le monde ni le cours de l'histoire, et qu'on est capable de mentir à ce degré simplement pour assurer la vente d'un hebdomadaire, c'est quand même ahurissant. Oui, aussi. Puis rappelez que tu dis, c'était dans les années 80, Figaro Magazine. Alors peut-être ils avaient peur d'une concurrence par rapport aux lecteurs du Figaro Magazine, comme on sait très bien qu'ils se fournissent, eux en particulier, en eau bénite. Voilà. Alors la concurrence peut-être. Les camions citernes d'eau bénite on creusait des ornières devant les bureaux du Figaro Magazine. Oui, comme on a quand même pas mal de sujets, faudra peut-être là on laisse un peu Christiania. Alors Josie peut. Attention, alors si c'est aux chansons d'humour. Toujours. Notre parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. En parti pris, nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti, qui soit un peu comme un parti placé au-dessus des partis. En bref, un parti, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Qui puisse protéger la patrie de tous les autres partis, et ceci jusqu'à ce qu'une bonne partie soit partie, et que l'autre partie, c'est parti, ait compris qu'il faut être en partie répartis, tous en un seul parti, notre parti Parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Nous avons placé nos idéaux bien plus haut que le plus haut des idéaux. C'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre mieux, devant Dieu, pour que ce qui m'aille encore mieux. C'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Oui, pour vivre heureux, prenons le parti d'en rire. La joie et la gaieté peuvent nous sauver du pire. La franchité, la saignité, la gaieté, la bonne gaieté des familles. Oui, notre parti d'Henri, oui, c'est le parti. Et puis ça va comme ça pour aujourd'hui. Nos buts sont déjà fixés. Réconcilier les yeux brouillés,
faire que le veau d'or puisse se coucher. Apprendre aux chandelles à se moucher, aux lampes pigeons à roucouler. Amnistier les portes condamnées, À l'exception des porte-manteaux. Tiens, ça rime pas. Je sais, c'est pour ça qu'ils peuvent s'accrocher. Exiger que tous les volcans soient ramenés une fois par an. simplifier les lignes d'autobus en supprimant les terminus. Et pour prouver qu'on n'est pas chiche, faire beurrer tous les hommes sandwich. Voilà quel est notre programme. Voilà le programme. Demandez le programme. Demandez le programme. On le trouve pas le programme. Je l'ai sans souci. Le programme. Un des récits. Notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, notre parti, Oui, non, c'est choisissez notre parti. et voici. Ce qui est notre parti, oui. Voilà, donc on retour à Chronique Hebdo. Donc c'est pas parce que je suis là que je suis bien réveillée, puisque j'avais oublié de mettre le micro, donc on n'a pas entendu que je disais que Jean-Manuel aimait l'humour, donc on lui proposait une chanson de Pierre Dac et de Francis Blanche, et j'espère qu'il a apprécié. Le parti d'en rire. Alors, le parti d'en rire ce matin, justement, on a commencé. Alors, on voulait, avec Jean-Manuel Trémont, avant de revenir donc aux sourates, puisque vous êtes sur Radio Libertaire, donc les sourates pour Dubaï, de faire un petit détour par le pays du soleil levant, c'est-à-dire le Japon mal rasé. Et pourquoi le Japon mal rasé? Alors on va voir aussi, parce que le lien avec Dubaï qu'on pourra faire tout à l'heure, en disant une sorte de quintessence, sans jeu de mots, de l'hypercapitalisme, eh bien de dire que le Japon a été, il y a 15-20 ans, aussi montré comme quelque chose d'extraordinaire, un pays extraordinaire. Justement, il fallait ressembler au Japon. Et donc un modèle extrêmement brillant du système capitaliste. Alors le Japon mal rasé montre qu'il y a un côté particulièrement caché du Japon qu'on va aborder là. Alors mal rasé, c'est quoi? Alors mal rasé, c'était que justement l'une des choses qu'on voulait donner comme image du Japon, c'était que tout le monde était propre sur lui. Tout le monde était discipliné, tout le monde obéissait aux ordres. Il y avait une espèce de continuum entre ce côté suisse de l'Asie à la fois dans l'hygiène et puis dans la discipline. Alors c'est pas que les intouchables et les minoritaires au Japon soient spécialement mal rasés, mais c'est que je me suis dit quel était le titre qui allait pouvoir démontrer que au Japon comme ailleurs, il y a des minorités, il y a des gens opprimés, il y a des gens qui se font exploiter. Donc c'était pour ça que j'avais dit le Japon mal rasé. Alors mon livre sur le Japon était basé sur justement les deux minorités les plus opprimées au Japon. Les travailleurs immigrés coréens qui n'en sont pas en fait des travailleurs immigrés parce que beaucoup des Coréens au Japon sont des gens nés au Japon, parfois de la 3e ou de la 4e génération, et le Japon continue à leur refuser la nationalité japonaise puisque le droit du sol n'existe pas au Japon, c'est uniquement le droit du sang. Et puis la deuxième minorité, ce sont les intouchables japonais, les burakumin, c'est-à-dire les gens du hameau, les gens du buraku. Et le hameau est un euphémisme pour le ghetto de ces gens qui sont quasiment une caste d'intouchables. Alors littéralement intouchables, au 19e siècle, quand les burakumin venaient acheter des objets dans des magasins qui étaient tenus par des gens qui n'étaient pas des burakumin, ils étaient tenus de déposer leurs pièces de monnaie dans des corbeilles parce que on ne voulait pas les toucher. Les burakumin étaient depuis plus d'un millénaire et probablement plus longtemps encore, tout simplement les gens qui se tapaient tous les jobs qui étaient vus comme polluants par le Shinto, par la religion japonaise, et ça a été accentué par le bouddhisme, c'est-à-dire tous les jobs qui avaient trait à la mort et au sang. Donc ils étaient les bouchers, ils étaient les équarrisseurs, ils étaient les cordonniers, tous ces jobs qui impliquaient de tuer un animal ou d'enterrer, d'accomplir toute une série de rites funéraires avec les cadavres des êtres humains. Et comment ils étaient distingués de la population japonaise? Est-ce que c'était une région du Japon qui composait ces... Alors à nouveau, on en revient à ce phénomène monstrueux mais classique du racisme sans race. Je parlais du génocide du Rwanda, il n'y avait pas de différence physique particulièrement marquée. Les Belges disaient si on est grand on est Tutsi,
Tutsis, si on est petit, on est Hutu, mais en réalité, les Hutus, les Tutsis étaient le même peuple. Et ils avaient la même langue? Et ils avaient absolument la même langue. Et quant aux Burakumin, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence physique entre un Burakumin et un Japonais. Les Burakumin étaient identifiés par les Japonais par le fait que en gros, à l'ère Meiji et encore très tardivement dans l'ère Meiji, ils étaient obligés de résider dans des ghettos. Donc, à l'heure actuelle, pour savoir si quelqu'un est Burakumin, on remonte sa généalogie. Et comme l'état civil a été particulièrement bien tenu au Japon, c'est extrêmement facile de savoir très très rapidement. L'état civil est tenu par les temples bouddhistes, curieusement, au Japon. C'est très facile de savoir très très rapidement où résidaient les ancêtres de telle ou telle personne, donc si telle ou telle personne est Burakumin ou pas. Parce que physiquement, strictement rien ne les distingue. Et ça pose des problèmes terribles à certaines personnes qui, étant Burakumin par leurs ancêtres, généalogie, voilà, réussissent malgré tout à pénétrer dans la société normale, ne disent pas à leurs enfants qu'ils étaient Burakumin. Leurs enfants, coup de chance éventuel, réussissent à continuer. Et puis tout d'un coup, les petits-enfants, par exemple, découvrent un jour, coup de tonnerre dans un ciel serein, que ils sont Burakumin alors qu'ils se croyaient japonais. Alors là aussi, les parallèles, par exemple, avec les Juifs sont éclairants. Vous avez à l'heure actuelle des tas de gens qui ont des noms juifs, qui sont juifs, mais qu'est-ce que ça veut dire être juif? Ça ne veut pas dire grand-chose, mais il y a 200 ou 300 ans, ça voulait dire, hélas, quelque chose de particulièrement brutal. Et c'est un problème encore très... Oui, mais les juifs, il y avait quand même la notion de religion et de communauté, tandis que de ce que tu dis, il n'y avait pas ni religion Burakumin, ni communauté Burakumin. Communauté Burakumin, absolument si, puisqu'ils étaient... physiquement parqués dans des ghettos. Donc fatalement, ils se mariaient entre eux, ils se connaissaient tous les uns les autres, et ils étaient clairement mis à part, et un grand nombre de rites religieux leur étaient par définition interdits, puisque en particulier la quasi-totalité des rites Shinto, puisqu'ils étaient par définition porteurs de pollution pour la religion. Mais alors, est-ce que c'était, si ça remonte à plusieurs centaines d'années, est-ce que c'était des serviteurs de princes? Jamais, jamais directement, puisque précisément leur proximité était profondément polluante. Comment on les distinguait? Toi, tu vas devenir Burakumin. Non, personne ne devenait Burakumin. En réalité, au départ, c'était justement les gens qui, au départ, on ne sait pas très bien quand, mais mettons dans les années 400, 500, 600, 700, les gens qui s'occupaient de certains métiers, ces métiers étant chargés d'opprobre, on les a relégués dans des zones géographiques précises. Alors c'est la religion de l'époque qui pouvait... La religion, la religion et la structure sociale. Souvenons-nous que c'est difficile de distinguer religion et structure sociale. Je recommande, je continue à recommander cet excellent livre de Max Weber, Sociologie de la religion, qui dit entre autres choses que l'une des caractéristiques de la religion, c'est qu'elle est tout simplement une légitimation des structures sociales par des autorités évidemment inexistantes, mais pas pour autant dénuées de pouvoir. C'est ça, la justification de la loi du plus fort, le plus souvent. Voilà. Donc, Japon mal rasé. Alors, autre chose qu'on pourrait aborder par rapport à le Japon actuel, enfin, en tout cas, celui que tu as rencontré aussi, tu parles de clochards. Alors, les mêmes aussi, la ségrégation économique avec la précarité, le nombre de gens, là aussi, qu'on appelle avec cette appellation stupide, c'est-à-dire sans domicile fixe, ce qui veut strictement rien dire, mais des gens, une catégorie importante de gens virés, exclus, qui vivent. Alors justement, à ce sujet-là, on avait invité Jacques Vallet, qui était venu nous parler avec un ouvrage, Monsieur Chrysanthème, un peu de cette situation au Japon. Alors cette situation-là, alors il y a celle-là, donc des gens dans la rue qui crèvent, et ça aussi. Ça commence à arriver au Japon, effectivement. Voilà. Et puis l'autre aspect, puisque tu dis mal rasé, des plus jeunes aussi, qui se rasent parce qu'ils ne sortiraient plus de chez eux. Tu sais, qui vivent complètement enfermés, complètement. Et donc là aussi aborder ce thème-là rapidement. Alors on a juste, alors ça venait aussi, c'est une excellente idée de Paul Virilio qui a dans plusieurs de ses livres décrit une possibilité de l'être humain dans le futur, quelqu'un qui se serait auto-handicapé. C'est-à-dire que Virilio dit, nous avons créé maintenant tellement d'outils pour remplacer l'acte de nos mains et de nos corps qu'on peut très bien imaginer des êtres humains dans le futur qui ne sortiront jamais, puisque ils disposent de prothèses qui permettent de faire absolument tout.
Et de fait, on voit, moi il y a quelque chose qui me terrifie, je refuse d'avoir Internet à la maison. Je vais donc consulter mon email dans les cybercafés. Donc je vais régulièrement dans un cybercafé qui incidemment ne paye pas l'URSSAF de ses jeunes employés et les vire au bout de 2 ans en leur ayant bien entendu promis à tous qu'elle deviendrait manager. Passons, c'est Milk à l'Opéra, c'est des vrais salopards. Bon, passons. Et je vois dans ce cybercafé, j'y vais à des heures évidemment très différentes. Et il y a certaines personnes qui apparemment ne quittent pas ce cybercafé, qui y passent. Alors je demande aux employés, mais là, celui-là, là, ou celle-là, ils sont là depuis combien de temps? Oh ben lui, il passe 15 heures par jour. Des gens qui sont vissés là. Alors il y a ceux-là, voilà, qui se nourrissent des gâteaux et des jus d'orange vendus dans le distributeur du cybercafé et qui ne dévissent pas de la chose. Et je pense qu'effectivement, on est dans un univers démentiel où d'un côté vous avez des gens à la rue. Alors j'ai lu récemment un livre extraordinaire qui s'appelle Je vous salis ma rue. Évidemment c'est la fameuse contrepétrie de Prévert avec un texte terrible dedans sur les fleurs de trottoir, c'est-à-dire des gens dans la rue qui refusent de bouger de leur coin de trottoir et qui s'enlèvent tellement peu qu'ils s'y ankylosent. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils ne sont plus capables de marcher tellement ils ont pris racine, si on ose dire, dans l'asphalte. Donc, ces gens-là d'un côté. Et de l'autre, des gens qui, eux, continuent à avoir un revenu, mais qui prennent racine dans leur maison parce que les prothèses électroniques sont devenues tellement développées que on n'a plus tellement besoin de sortir de chez soi. Alors, moi, ça me fait penser justement aussi à ce dont on va parler bientôt, c'est-à-dire de Dubaï. À Dubaï, il n'y a apparemment ni l'un ni l'autre. Encore qu'évidemment, la catégorie de ceux qui ne sortent pas de chez eux va commencer à arriver. Et là-dessus, je voudrais signaler quelque chose d'étonnant. À nouveau, dans mon métier de guide touristique, j'entends parler des tas de gens, et j'entends parler les chauffeurs de limousines, les chauffeurs de voitures de luxe, de leurs clients saoudiens. Alors saoudiens ou bien des Émirats du Golfe, donc par exemple de Dubaï, d'Abu Dhabi, du Qatar. Et ces gens qui sont évidemment des millionnaires ou des milliardaires, quand ils viennent à Paris, les chauffeurs sont absolument sidérés. Parce que voilà des gens qui arrivent à Paris, qui dépensent beaucoup d'argent, qui réclament qu'une limousine soit en permanence disponible devant chez eux. Et ces chauffeurs arrivent à 7 heures du matin, restent dans leur limousine jusqu'à 23 heures, sans que les gens soient sortis une seule fois de leur chambre d'hôtel. Et éventuellement, à 23 heures, on sort pour aller dans telle boîte ou dans tel restaurant des Champs-Élysées, et après quelques heures simplement, on revient encore à l'hôtel. Et là aussi, franchement, on se demande ce que font ces gens-là, carrés dans leur chambre d'hôtel, des heures et des heures et des heures entières, des jours et des jours et des jours entiers, revenant très régulièrement à Paris et menant la même vie dans un grand nombre d'autres capitales occidentales. Donc le sujet, enfin par rapport au Japon, ce qu'on peut dire sur ces aspects-là qui ont été totalement occultés, là aussi les possibilités de location ou des gens d'un logement, mais vraiment sur 2 mètres carrés où on fait des locations qui tournent par rapport à ça aussi, des gens qui habitent aussi dans les sous-sols. Alors, il y a aussi là-dessus, c'est quelque chose c'est un sujet que je chasse depuis longtemps. J'avais écrit pour Le Monde Libertaire 2 articles sur 2 livres terrifiants américains sur les gens qui vivent dans les égouts. Oui. Je suis tombé sur un 3e exemple absolument horrifiant, un livre qui s'appelle Beneath the Neon, sous le néon, sur les gens qui vivent dans les égouts pluviaux à Las Vegas. Las Vegas est une ville en plein désert, et malgré tout, il arrive que dans le désert, il pleuve. Ou plus exactement, à 60-70 km du désert, il va pleuvoir sur les montagnes. À ce moment-là, les eaux arrive à toute allure sur Las Vegas, et il faut donc un énorme système d'égouts qui sont vides la plupart du temps pour pouvoir détourner ces eaux rapidement. Donc comme ces égouts sont vides la plupart du temps, ce ne sont pas vraiment des égouts, ce sont simplement des drains des eaux pluviales, eh bien les gens qui se ruinent à Las Vegas, qui n'ont plus un sou, vivent dans ces drains
pluviaux. Alors, la description est absolument sidérante. Vous avez ces kilomètres et 6 kilomètres de galeries obscures, noires, complètement vides, et dans lesquelles vivent des gens. Alors, des gens qui essaient parfois justement de remonter des espèces de communautés pour se sentir un peu plus en sécurité, parce que vous imaginez vivre dans un égout, dans le noir, avec pour seule lumière celle qu'on apporte, si on a de quoi se payer une lampe à pétrole, une lampe à électricité ou quelque chose qui permette de s'éclairer. C'est un phénomène qui commence à se répandre dans le monde entier, et je ne serais pas surpris que ça commence à arriver également à Paris. D'ailleurs, il suffit effectivement à Paris de se promener près du périph' et de voir le nombre de gens qui commencent à se faire des petites cabanes. Là, précisément, pour venir ici à Radio Libertaire, j'ai pris les boulevards, en particulier près de Stalingrad. Et bien, sous le métro aérien, vous avez des cahutes faites de briques et de broc, de petites planches, de caisses de bière et de bâches récupérées on ne sait où survivent des gens. Donc ça, c'est quelque chose que je chasse depuis très longtemps. Alors pour en revenir à Dubaï, j'ai été sidéré par le fait que justement à Dubaï, ça n'existe pas. Dubaï est un pays d'où on chasse immédiatement le pauvre. Pour une raison très simple. Dubaï est un pays bizarre, où 10% seulement de la population est indigène, autochtone et citoyenne. C'est-à-dire 90% de la population est une population étrangère qui ne vient... 700 000 Pakistanais, tu écris. 800 000, voilà. 800 000 Pakistanais, Indiens et Népalais, qui sont les travailleurs d'en dessous, on va dire, et puis 800 000 travailleurs, en général blancs, tiens donc, plus riches et qui viennent faire tourner la baraque, et ça fait donc 1 600 000, et donc en gros 160 000 vrais, entre guillemets, Dubaïotes. C'est une structure ahurissante. Et ça veut dire en particulier que dans le cas où l'un de ces travailleurs de Dubaï perd son emploi et le cas échéant perd son argent, il n'y a pas de problème. Il est mis dans un avion et viré. C'est pour ça qu'on n'a pas de SDF à Dubaï. Ils sont virés longtemps avant. Et moi, je suis tombé sur quelque chose d'ahurissant à Dubaï. Dans les journaux gratuits, vous savez, l'équivalent à Dubaï de Paris Boom Boom ou voilà, enfin, les petits journaux gratuits distribués, vous avez des pages entières avec des photographies de gens. Des photographies de gens. Et qu'est-ce que c'est que ces gens? Ce sont des gens qui ont démissionné de leur entreprise. Bon. Mais à Dubaï, si on démissionne de son entreprise, c'est très vilain. Parce qu'à ce moment-là, il faut repartir. Parce qu'on ne vient à Dubaï, on ne réside à Dubaï que si on a un visa de travail, mais on a un visa de travail pour un contrat précis avec une entreprise précise. Donc, si on démissionne, on est censé repartir. Et les entreprises, terrifiées à l'idée que les gens qui démissionnent ne repartent pas et qu'elles soient tenues pour responsables, quand des gens démissionnent de chez elles mettent la photo de la personne dans ces journaux-là pour bien dire aux autorités: voilà, moi j'ai fait mon devoir, je vous ai signalé que cette personne a démissionné, je signale urbi et torbi que cette personne, si elle est encore à Dubaï, y réside illégalement, je suis clean. C'est quand même une société effarante où là, la délation devient systématique et organisée. Alors, justement, par rapport à ça, l'actualité, on va le voir, de ton ouvrage, de ton bouquin, Sourate pour Dubaï. À l'atelier de création libertaire. Voilà, c'était, rappelons-le, c'était avril de mai de cette année. Voilà, l'année dernière. Alors, c'est sorti en avril de cette année, et voilà. J'y suis allé donc l'année dernière. Pendant 2 mois, et j'y suis allé à un moment où Dubaï continuait à essayer désespérément de nier l'éclatement de sa bulle immobilière démentielle, alors qu'évidemment, une fois qu'on était là-bas, c'était la chose qui frappait, puisque Dubaï est un pays également visuellement extrêmement bizarre, puisque c'est un océan de chantiers. C'est une ville très curieuse où il m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver avec tout autour de moi sur 360 degrés dans tous les coins de l'horizon, avec que des chantiers. Des chantiers de gratte-ciel avec des grues partout. C'était l'un des motifs de fierté de Dubaï. Ils proclamaient partout. On est en chantier. Voilà, 20% des grues du monde sont concentrées chez nous. On se demande d'où est-ce qu'ils avaient trouvé cette statistique. Et c'est un chantier
tellement démentiel que même les chauffeurs de taxi savent qu'ils peuvent se perdre parce que les rues sont modifiées de semaine en semaine et que d'une semaine sur l'autre, parfois, tout d'un coup, il y a un échangeur d'autoroute qui est apparu là où on ne s'y attendait plus, il y en a un autre qui est bloqué là où on ne s'y attendait pas non plus. Et de fait, c'était en pleine ébullition. Et puis moi, quand j'y suis arrivé, la bulle immobilière avait crevé. Et ce qui était le plus frappant sur beaucoup de ces chantiers, c'est qu'ils étaient inactifs. On voyait très bien le contraste entre le chantier dont le gouvernement était très fier, c'est-à-dire le métro, il y avait des ouvriers partout, et puis les chantiers privés sur les gratte-ciels, où il n'y avait plus personne. Je voulais lire, alors justement, pour se situer par rapport aux Émirats Arabes Unis, on va le voir, et en particulier à Dubaï, l'actualité, je te disais, un article publié dans Le Monde de mardi, 21 décembre, avec un titre « Un an après son naufrage, Dubaï apprend la prudence ». Alors, c'est un titre avec une photo aussi. Elle est horrible. Cette photo. Alors Jacques, je voulais lire Jean-Manuel, quelques lignes pour les auditeurs, justement pour situer un peu, donc pour bien comprendre ce naufrage. Longtemps, ils se sont imaginés que le ciel n'avait pas de limite, Dubaï n'avait ni gaz ni pétrole, et pourtant c'était l'endroit de tous les possibles. Alors tu rectifieras, les îles artificielles pour milliardaires, la tour la plus haute du monde, 828 mètres, le ski en salle fermée par 40 degrés, à l'ombre, le shopping dans les malles les plus grands de la planète. Et alors, la retombée sur Terre, le naufrage n'en a été que plus rude. L'Émirat se remet peu à peu de la crise financière et économique qui l'a frappé il y a un peu plus d'un an, mais tout n'est pas réglé. L'immobilier reste sinistré, la dette astronomique, elle s'élève à 120 milliards de dollars, alors 90 milliards d'euros, soit 120% du produit intérieur brut. Et surtout, l'image de Dubaï en a pris un coup. Voilà ce que je voulais... On avait parlé un peu plus tôt de ce que dit la presse. Et là, c'est extrêmement rigolo parce que Le Monde... c'était censé être le quotidien de référence. C'était censé être un journal sérieux qui vérifiait ces informations. Alors là, par exemple, c'est délicieux parce que on voit à quel point Le Monde maintenant vérifie pas très très bien ces informations. Deuxième phrase, début de l'article, Dubaï n'avait ni gaz ni pétrole. Manque de bol, ils ont du pétrole. Ah, ils en ont pas des tonnes. Ah oui, parce qu'au fond, pourquoi c'est devenu cette espèce de monstre Dubaï, il faut savoir ceci. La richesse, c'est bien ça, c'est bien le pétrole. Dubaï est un voisin d'Abu Dhabi, puisque Dubaï et 5 autres Émirats constituent cette fédération qui s'appelle les Émirats Arabes Unis, et il se trouve qu'il y a un peu de pétrole à Dubaï. Il y en a beaucoup moins qu'à Abu Dhabi, mais c'est tellement gigantesque à Abu Dhabi que, en gros, les gens disent, ah oui, à Dubaï, ils ont pas de pétrole, donc ils ont du commerce. Manque de bol. À Dubaï, ils ont du pétrole, et ils ont utilisé fort intelligemment leurs réserves pétrolières pour financer leurs infrastructures, en particulier le plus gros port, l'un des plus gros ports du Golfe Persique, la plus grande raffinerie d'aluminium du Golfe Persique et toute une série d'autres infrastructures. Donc, méfiance avec nos chers petits journalistes du monde. Cela dit, ils ont raison de dire que Dubaï était un endroit qui avait appliqué à la lettre les conseils des gourous du management à l'américaine. Il suffit d'y croire pour que ce soit vrai. Il suffit d'y croire pour réussir. Il suffit de vouloir être millionnaire pour devenir un millionnaire. Et Dubaï avait appliqué ça à la lettre, en particulier en construisant à tire-larigot des gratte-ciel et des infrastructures tant commerciales que financières, absolument partout. Alors là-dessus, dans mon livre, j'ai plusieurs anecdotes merveilleuses. En particulier, j'ai ce jeune trader libanais, 26 ans, je sais plus très bien, qui me dit, écoute, tu vas voir, tu vas comprendre ce que c'est que les gratte-ciel à Dubaï, viens chez moi. Jeune trader, on est bien d'accord. Un gars qui touchait quand même un salaire de 4000 € par mois. Alors, il m'emmène chez lui, gratte-ciel apparemment magnifique, avec dans l'entrée du marbre, des choses splendides. Il m'emmène au 33e étage, nous entrons au 33e étage, dans un appartement immense. Je dis, bel appartement. Il me dit, non, mais c'est en colocation. Ah, c'est en colocation avec qui? On est 5. Ah bon, d'accord. Et toi, c'est où? Alors, il m'emmène et puis il ouvre un truc qui était un cagibi.
Je n'exagère pas, hein. C'était très précisément, j'ai mesuré, il me l'a dit, puis j'ai mesuré moi-même, c'était 3 mètres sur 3 mètres. C'est en gros le studio de Radio Libertaire, là, c'était un peu plus grand, je pense, que son truc. Et la fenêtre donnait sur un mur aveugle. La toute petite fenêtre donnait juste sur un mur aveugle, et c'était un KGB. Et je lui demande, mais tu payes combien par mois pour ces 3 mètres sur 3 mètres? Il me dit 1 000 € par mois. Donc déjà douteux. Ensuite, dans l'appartement, cet appartement dans un gratte-ciel censé être luxueux, je note qu'il y avait du sable. Il y avait du sable un peu partout. Je dis, mais pourquoi il y a du sable? Il me dit, c'est bon, le sable, c'est le sable du désert porté par le vent. Je dis, mais attends, t'es dans un gratte-ciel moderne, il y a pas de sable dans les gratte-ciels modernes. Il me dit, comment ça? Le truc s'infiltre de partout. Pourquoi? Parce que les gratte-ciels de Dubaï ont été construits tellement vite, par une main-d'œuvre tellement pressurée, qui doit travailler dans des délais tellement démentiels, qui est payé tellement mal, qui doit travailler par 40 degrés à l'ombre, que évidemment ils travaillent comme des cochons, que de toute façon les architectes, alors ça j'en parle également dans mon livre, les architectes au départ travaillent avec une idée simple, ce qui se voit doit être cher, tout ce qui se voit pas, faut faire des économies dessus. Donc ce sont de mauvais matériaux, mal assemblés, et évidemment le vent infiltre le sable là-dedans. Et puis il m'a dit, arrête-toi et tais-toi. Alors on a fait silence, et j'entends des tas de bruits bizarres. C'est que c'est pareil, c'est tellement mal construit, ça pète de partout. Les chocs thermiques, les ceci, les cela. Et bien évidemment, ces gratte-ciels sont d'extrêmement mauvaise qualité, et dans 20, 30, 40 ou 50 ans... C'est biodégradable, alors pas bio, mais dégradable. Dégradable et dégradé. Voilà, dégradable et dégradé, il faudra bien... Pour les travailleurs, peut-être. Voilà. Alors, la tour du monde, la tour la plus haute du monde à 828 mètres, par exemple, ça aussi, c'est un délire... C'est un phallus... Voilà, c'est la bite de l'émir. Voilà. C'est la bite de l'émir. Qui encule les étoiles. Oh, c'est mignon, ça, qui encule les étoiles. Ça me plaît. Mais voilà, et c'est exactement ça. Dubaï, c'est la ville qui voulait enculer les étoiles. Ça aurait été un joli titre, en fait. Finalement, mieux que Sourate pour Dubaï. Et cette tour démentielle, il y a quelque chose d'amusant. Son titre, le nom en a été changé, puisque maintenant elle s'appelle Burj Al Khalifa, c'est-à-dire du nom de la famille régnante d'Abu Dhabi, qui a précisément empêché le consortium gouvernemental de Dubaï de faire faillite. Alors, juste petit rappel, il y a une énorme entreprise qui s'appelle Dubai Holdings, dont le capital est tenu par la famille régnante, et qui était précisément les gens qui étaient derrière, en particulier, la construction des îles artificielles. Ces gens-là avaient pris des crédits démentiels, et ils se retrouvaient. Alors, moi, quand j'y suis allé, on disait que c'était 50 milliards de dettes. Là, ils disent 120 milliards... 90 milliards d'euros. Voilà, 90 milliards d'euros éventuellement, pourquoi pas, ça m'étonnerait pas du tout. Et ils arrivaient donc pas à rembourser. Et pourquoi est-ce que cette tour a pris le nom de la famille régnante d'Abu Dhabi, non pas de celle de Dubaï? C'est que c'est Abu Dhabi qui a gracieusement prêté 10 milliards de dollars à Dubaï pour juste éviter, il y a quelques mois, qu'il soit déclaré en cessation de paiement. Alors, ce qui est fou, c'était que Dubaï, c'est typique de tous ces hommes politiques ou de tous ces hommes d'affaires qui ne savent jamais s'arrêter à temps. La politique de Dubaï avait été singulièrement intelligente pendant un certain temps, parce qu'effectivement, de petits ports perliers perdus, merdiques et sans un sou, ils étaient effectivement devenus l'un des grands centres commerciaux de la planète, et en particulier le centre commercial, financier, le lieu de paix des terroristes de l'Iran, de l'Irak, du Pakistan, de tous ces gens-là. Ils avaient réussi ça. Mais on n'en a jamais assez, on en veut toujours plus, et c'est la raison pour laquelle, parmi ces fameuses îles artificielles, il y avait un projet démentiel de créer 2 îles artificielles, dont l'une a été largement commencée, qui se serait appelée The World, qui aurait représenté des îles dans les formes de tous les pays du monde, et dont ils ont prétendu que l'île, par exemple, qui représentait l'Angleterre, aurait été vendue à David Beckham, qui n'a jamais confirmé, que l'île qui représentait l'Allemagne, je crois, ils ont essayé vaguement de prétendre aussi que Schumacher l'avait acheté. Voilà, ça n'est pas allé plus loin non plus. Et ils avaient un autre projet qui était de créer une espèce de Dubaï bis pris sur la mer, où il y aurait 1 200 000 personnes. Enfin, des projets absolument pharaoniques. Qui était censé être évidemment développement durable, hein, parce qu'on a beau être Dubaïote, on est tout à fait écologique. C'est la raison pour laquelle il y a ce centre de ski
en plein shopping mall. Alors le centre de ski, je l'ai vu également, c'est un truc de fou, puisque vous entrez dans un shopping mall, donc comme les 4 temps à la Défense, un truc mais des trucs d'une laideur et d'une banalité à pleurer. Et puis dedans, vous avez tout d'un coup cet endroit avec des murs en bois, des murs en pin, avec des feux de cheminée. Non, pas des vrais feux de cheminée, des DVD. Des écrans, des écrans vidéo avec des DVD de feux de cheminée. La nouveauté, le feu dans la cheminée. Voilà, des DVD avec des feux de cheminée. Et puis, tout d'un coup, cette piste de ski avec de la neige artificielle et des gamins qui font du ski. Et alors évidemment, pour le gamin bédouin élevé dans le désert, c'est évident que voir de la neige, c'est incontestablement exotique. Mais quand on a vu la neige réelle et des montagnes en réel, et qu'on voit cette espèce de long tunnel d'aluminium, où en plus il y a un brouillard permanent, parce qu'évidemment il y a une espèce de condensation qui se fait, donc c'est tout gris, tout moche, c'est vraiment l'un des endroits les plus déprimants de la planète. Alors, en plus, évidemment, là, côté catastrophe écologique et gaspillage d'énergie, c'est le délire le plus complet. Et c'est pour ça qu'il faut dire que Dubaï, c'était justement cette quintessence d'hypercapitalisme. C'est parce que c'est le déni total de l'idée que les ressources ne sont pas infinies, mais qu'elles sont finies. C'est le déni total que la vie comporte également, que la vie humaine, c'est une vie en société avec des faibles, avec des gens dépendants, avec des jeunes, avec des pauvres, avec justement, avec des gens qu'il faut aider, avec des vieux. Il y en a pas. Et à Dubaï, il n'y a pas de vieux. Il n'y a pas de pauvres, parce que les pauvres, on les voit pas, ils travaillent sur les chantiers de gratte-ciel. On les voit pas, ou alors on les voit dans des bus qui sont évacués rapidement. Il n'y a pas de fous. Il n'y a pas de malades. Si tu veux dire, il n'y a que des fous. Oui, on peut aussi dire comme ça. Il n'y a pas de handicapés à Dubaï. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les handicapés, on leur donne pas de contrat de travail. Donc, s'il n'y a pas de contrat de travail, on n'arrive pas à Dubaï. Donc, à Dubaï, il n'y a pas de handicapés, point. Alors, je me souviens d'avoir rencontré une Française qui était très très fière, parce qu'elle me dit, moi, vous savez, j'ai rendu les handicapés visibles. Parce qu'évidemment, il y a quand même quelques handicapés parmi les Dubaïotes. Donc parmi ces 160 000 Dubaïotes autochtones, fatalement, il y a quelques milliers de handicapés divers. Et c'est une honte terrible, parce que les handicapés, ça veut dire que c'est Allah qui frappe la famille, qui les punit de ses péchés. C'est le genre, vous savez aussi, cette idée démentielle qui est partagée par certains catholiques au Moyen-Âge. Les handicapés, c'était aussi les handicapés et les roux, c'était qu'on avait fait l'amour pendant les règles. Alors si on avait fait l'amour pendant les règles, on était quand même fertile pendant les règles, passons. Et là, on donc, essaie la punition, voilà. Alors donc là, les handicapés, les punis d'Allah, cette femme était très fière parce qu'elle avait fait sortir des maisons des handicapés en chaises roulantes. Seulement, effectivement, moi, en 2 mois de séjour, je n'en ai pas vu un seul. Mais à nouveau, en 2 mois de séjour à Dubaï, je n'ai vu quasiment aucun enfant, quasiment aucun adolescent. Mais comment t'as résisté? Comment j'ai résisté? Parce que ça doit être absolument déprimant. Tu devais te lever le matin en pleurant. N'exagérons rien. C'est si on a réussi à arriver à Dubaï, d'un point de vue physique, c'est très confortable, puisque c'est en réalité une espèce de quartier d'affaires géant. Alors, je ne sais pas si tu as jamais mis les pieds dans un Novotel ou un Sofitel, mais va juste dans un Novotel et un Sofitel. Prends pas une chambre, t'as pas besoin, mais entre. Voilà, ça c'est Dubaï. C'est très confortable. C'est complètement stérile, c'est complètement sans intérêt, c'est le temple de la consommation, mais physiquement, c'est parfaitement confortable. Et la chambre d'hôtel que j'avais, puisqu'ils étaient en pleine crise, j'avais pu me payer une chambre d'hôtel, parce qu'autrement c'était des prix démentiels. La chambre d'hôtel que j'avais était immense. Là, c'était pas du tout le KGB. Et c'était, j'avais une espèce d'appartement pour le prix d'une chambre d'Ibis en France. Et donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ça tenait si bien, c'est que si on est dedans, c'est très confortable. C'est très confortable du point de vue effectivement du corps, du point de vue de la tête. À Dubaï, il n'y a rien. Oui, c'est ça. Alors là aussi, puisque on signalait tout à l'heure Le Monde par rapport à cet article, il y avait une critique, il y a eu une critique dans le Canard enchaîné
donc a été publié. C'était. Il veut dire une critique de mon bouquin. Du bouquin, voilà, de ton bouquin. Ah oui, mais qui est favorable. Oui, non, mais alors. Il y a une recension. Oui, une recension. Je trouvais que c'est mieux quand même que Le Monde. En tout cas, c'est Jean-Luc Porquet. Voilà ce qu'il nous dit à un moment, parce qu'on va peut-être rigoler aussi. On va revenir là-dessus. Le fait qu'on l'a évoqué, donc des mendiants et on l'a dit, adolescents malades n'y sont pas, mais il nous parle justement par rapport. Dubaï est une entreprise. Il nous dit que l'économie a tout conquis, le pouvoir, l'espace, le temps, la perception, la réalité, l'imaginaire. Exactement le genre de bled où on n'a pas envie de mettre les pieds. Merci. Merci, il te dit, Jean-Manuel Trémont, d'y être allé pour nous. Alors, voilà ce que tu disais, Jacques, par rapport à la difficulté. Alors, revenir sur cet aspect important, et puis on l'a évoqué, le nombre, l'esclavage. Alors, l'esclavage moderne, on pourrait dire les gens qui travaillent dans des conditions absolument, alors les pires, et c'est de la main-d'œuvre, justement, importée, de la chair à émir. C'est de la chair à émir, taillable et corvéable à merci. Alors, c'est 800 000 Pakistanais, Indiens et Népalais qui font le gros travail à Dubaï. Évidemment, sont importés exclusivement sur contrat de travail, ne vivent que dans ce qu'on appelle, de manière passablement peu élégante, des camps de travail. Alors, bon, c'est quand même pas Auschwitz, faut pas exagérer, mais ce sont des résidences où il n'y a, en gros, que des hommes. Alors, dans celles qui sont les meilleures, ils sont à 4 par chambre. Et dans les autres, et ça peut être 6, 8, voire 12 par chambre sur des lits gigognes. Des gens qui travaillent évidemment, qui font les 3-8. Donc vous pensez bien que régulièrement, il y en a qui reviennent, qui réveillent les autres en pleine nuit, et ça continue. Ça tourne tout le temps. Et ces gens-là sont payés. Alors quand ils sont des ouvriers qualifiés, des charpentiers, des électriciens, ils sont payés, attention, 120 € par mois. Pas de blague, on rigole pas. Allez, 140, c'est la fortune quand même. Évidemment, par rapport à crever à la faim au Pakistan, crever à la faim au Népal, pour eux c'est quand même intéressant. Donc ils sont quand même, ils se battent quand même pour revenir. Et s'ils sont virés, c'est la catastrophe. La discipline est parfaite. Pourquoi ? Parce que tout simplement, à la moindre incartade, hop, on se retrouve, on le fout dans un avion, c'est retour au Pakistan, c'est retour en Inde, c'est retour au Népal, et il y en a évidemment des milliers qui ne demandent qu'à prendre leur place, et les horaires de travail sont démentiels. Alors, Dubaï avait un petit problème il y a quelques années, parce que le fait que les gens travaillent par 40 degrés, 45 degrés à l'ombre, parfois 50 degrés à l'ombre, ça conduisait à quoi quand en particulier on travaille sur des gratte-ciel par une température pareille? Évidemment des accidents de travail mortels, en veux-tu, en voilà. Ça faisait pas bien dans le secteur. Alors l'Émirat s'est demandé que faire, et ils ont dit c'est très bien, on interdit le travail sur les chantiers entre midi et 3 heures de l'après-midi. C'est évidemment le moment où il fait plus chaud. Ça veut quand même dire que jusqu'à midi, quand il fait quand même, mettons, 47 degrés à l'ombre, on continue à manier des scies, des marteaux-piqueurs, enfin tout un tas d'outils dangereux à 100 mètres au-dessus du sol. Et bien entendu, on continue à avoir des accidents de travail mortels. On travaille bien entendu 7 jours sur 7. Il n'y a pas de raison de s'arrêter. Oui, on ne change pas une équipe qui gagne. Non. C'est pareil pour les chauffeurs de taxi. Les chauffeurs de taxi, c'est 12 heures de travail par jour, 7 jours sur 7, pendant 2 ans. Voilà un programme pour la France. Voilà. Oui. Ça me semble aussi. Je pense qu'on devrait téléphoner à Nicolas, lui dire, écoutez, voilà une vraie réforme à faire. Alors il y a quand même 2 mois de vacances par an pour les chauffeurs de taxi ou pour les gens de ces chantiers. Et là, il y a quand même quelque chose de remarquablement généreux. Il faut souligner le côté social de Dubaï. On paye le billet d'avion pour revenir dans son pays. C'est bien. Mais en revanche, les 2 mois de vacances ne sont pas payés. Faut pas exagérer quand même. Il faut pas désavantager les entreprises dubaïotes dans la rude compétition mondiale. Et il y a même une ségrégation, une séparation de niveau au niveau de la merde. Alors ça, tu voulais nous en parler. C'est important. C'est le plus mignon, parce que là, quand même, on voit quelles sont les vraies priorités du capitalisme. Alors, l'histoire est la suivante. J'avais lié amitié avec un chauffeur de taxi, un vieux Pakistanais intelligent et malin. Et je lui avais dit, écoutez, montrez-moi tout ce qu'il y a d'intéressant. Il me dit, là, j'ai un truc vraiment intéressant à vous montrer. Bon, d'accord. Alors, on sort un petit peu de la ville, on va un petit peu dans le désert, et puis il me dit, voyez là ce qu'il y a en face, là?
Puis je vois un espèce de gros camion-citerne rouge. Ouais, bon, d'accord. Puis on s'approche du camion-citerne rouge. Puis derrière le camion-citerne rouge, il y avait un deuxième camion-citerne rouge. Puis derrière le deuxième camion-citerne rouge, il y avait un troisième camion-citerne rouge. Puis derrière le troisième, il y en avait un quatrième. Derrière le quatrième, il y en avait un cinquième, sixième. Et ils étaient à l'arrêt? Ils étaient à l'arrêt. Et alors, on commence à dépasser ces gros camions-citernes rouges. Bon, alors, il me dit, vous voyez, hein, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Puis je soupçonne quelque chose, je commence à compter. Alors, j'en compte 10, j'en compte 20, j'en compte 50, j'en compte 100. Puis après 100, je comprends, parce que je vois que je commence à découvrir à l'horizon qu'il y en a 20. Donc j'arrête de compter. Et ces camions-citernes, tout simplement, étaient les camions qui venaient récupérer les eaux usées. Doux euphémisme pour dire la merde, la pisse, les eaux de douche, les eaux de cuisine. Des camps de travail des travailleurs, parce que dans les camps de travail, pour ces 800 000 personnes, c'est-à-dire quasiment la moitié des êtres humains présents à Dubaï, il n'y avait pas de tout à l'égout. Donc le seul moyen pour éviter les contaminations, parce que c'est pas du tout par humanité envers ces travailleurs, c'est tout simplement pour éviter les contaminations pour les autres, eh bien on était bien obligé d'avoir des norias de camions-citernes qui venaient récupérer les eaux usées et venaient les déverser dans les usines de traitement des eaux à Dubaï. Seulement voilà, un camion-citerne, un gros camion-citerne bien plein de merde, eh bien ça prend 20 minutes pour se vider. Or, dans l'usine, parce qu'en fait, il n'y en a pas des tonnes, des usines de traitement, de retraitement des eaux à Dubaï, il y en a une. Et cette usine, alors là, je cite de mémoire, je crois qu'il y avait 22 ou 14, non, 14, voilà, 14 points où les camions pouvaient se déverser. Alors, vous calculez, il y a 14 points où les camions peuvent se déverser, il faut 20 minutes par camion. Mais il y a à peu près 2500 camions à Dubaï qui font constamment la noria. En d'autres termes, les camions font la queue. Alors, ils font la queue pendant combien de temps? Eh ben, voilà le problème. En particulier en été, quand même les gens prennent des douches, parce qu'il fait une chaleur monstrueuse. Et l'été à Dubaï, ça dure longtemps. Eh bien, il y a des camions qui font la queue jusqu'à 20 heures. Alors, imaginez, vous êtes dans un camelard, je sais pas combien ça fait, 15 tonnes, je sais pas trop quoi. Vous êtes dans un camelard, vous faites 20 heures de queue, sous le soleil, avec derrière vous, je sais pas, 15 000 litres de merde. Littéralement, on peut pas le dire autrement, c'est 15 000 litres de merde, de pisse, d'eau usée, etc. dans votre citerne. Devant vous, il y a 300 camions, ou 400 camions, ou 500 camions qui sont pleins du même matériau. Derrière vous, il y en a également plein. Et vous attendez sous votre cagnard que la file avance à une vitesse d'escargot. En gros, c'est ça en gros, toutes les 10 minutes, toutes les 20 minutes, hop, tout d'un coup, vous avancez d'une dizaine de crans. Et évidemment, l'ironie suprême de la chose, c'est que sur cette longue file qui existe depuis des années, qui s'étire sur, je sais pas, moi, ça doit faire, j'ai pas mesuré, mais mettons 5 ou 6 kilomètres, vous imaginez ce que ça fait. C'est comme en gros, entre 1000 et 1500 camions qui font la queue, ça doit faire 4 ou 5 kilomètres. Et bien, sur cette file immense, il n'y a pas un café, il n'y a pas un chiotte. Il y a des milliers de tonnes de merde et de pisse là-dedans, et il n'y a pas un chiotte disponible pour ces malheureux chauffeurs. Ce n'est que quand ils arrivent à proximité de l'usine de traitement que, éventuellement, enfin, après 10-15 heures d'attente, ils peuvent aller faire leurs besoins. C'est absolument ahurissant. Enfin, évidemment, représentatif, alors comme on disait, là, de la ségrégation, même jusque dans la merde, par rapport tout à l'égout, et puis ces conditions. Alors là aussi, une chose aussi pour Dubaï, c'est qu'il y a eu quelques documentaires, qui ont été, même certains ont été primés, je sais pas si tu sais, il y a eu, quasiment pas de distribution en salle. Bien entendu. On n'a pas voulu. Pourquoi c'était des documentaires assez critiques? Oui. En plus, c'est relativement pas compliqué de faire. Alors on peut voir évidemment, tu sais, sur Internet, il y a ces documents peuvent passer et c'est extraordinaire. Et là encore une fois, on peut dire que c'est tellement quelque chose apocalyptique, enfin j'ai dit à un tel degré que on veut pas le montrer. Je pense qu'il y a une sorte de... Je crois qu'il y a un truc en plus extrêmement simple, qui est que l'abondance d'images, il y a cette censure par l'abondance d'images. C'est-à-dire que, par exemple, ces documentaires sur Dubaï ne sont pas directement censurés. Pourquoi? Parce que c'est étouffé par l'énorme déluge
d'images stupides montrées par ailleurs. Ce type de film, comme en France on tourne, mettons, Pierre Carl ou des gens comme ça, de films critiques, on n'a même pas tellement besoin de les censurer. Il suffit simplement de ne pas s'en occuper parce qu'il y a tellement d'autres choses, que ce soit sur le net ou sur les télévisions, qu'ils passent complètement en dessous du radar. Alors qu'effectivement à Dubaï, c'est extrêmement facile de filmer par exemple cette queue de camion citerne, parce que c'est vraiment extraordinairement spectaculaire. De même que les quartiers, ces camps de travail pour les travailleurs pakistanais, c'est ahurissant parce que par exemple le vendredi soir, c'est-à-dire le moment de la prière, où il y a quand même pour certains d'entre eux, il y a un bref moment de congé. Pour certains d'entre eux, ils ont un jour de repos par semaine, pas la plupart, mais quelques-uns. Et là, tout d'un coup, il y a des espèces de foules à ce moment-là qui se forment, et ces foules, elles sont sidérantes parce que il y a que des hommes. Vous n'avez que des hommes entre, en gros, 20 et 50 ans. Vous n'avez pas de vieillards, vous n'avez pas de femmes, vous n'avez pas d'enfants. C'est quand même des images tout à fait impressionnantes. Eh bien, on peut les tourner sans la moindre difficulté, mais tout simplement, c'est perdu sous un autre déluge d'images. En ce qui concerne Dubaï, évidemment, Dubaï avait pris soin de faire en sorte que les images qui sont tournées sur Dubaï soient des images extrêmement spectaculaires, comme celle de cet hôtel délirant, le Burj Al Arab, qui a été construit exprès en pleine mer. Il est quand même à 300 mètres de la plage. Précisément, c'était l'idée de base, précisément pour que, du point de vue photographique, on puisse le montrer comme apparemment isolé dans un espace gigantesque, et non pas comme il est en réalité, engoncé dans cette espèce monstrueuse qui est Dubaï, c'est-à-dire une zone hérissée de gratte-ciel, avec derrière quand on voit la photographie du monde, là pour ça est tout à fait parlante, puisqu'on voit là il y a une quarantaine de gratte-ciel. Quand on regarde attentivement, vous notez qu'il y a tout un tas de gratte-ciel derrière avec les grues derrière. Et alors beaucoup d'inhabités. Alors maintenant, énormément d'inhabités. Ces fameuses îles artificielles, celle en particulier qui a été terminée et qui est en forme de palmier. À nouveau, je l'ai visité, je raconte ça donc dans mon livre, en me faisant passer pour un acheteur de villas. Alors, excusez du peu, ce sont des villas à 12 millions de dollars. Ouais, c'est pas très cher. Donc, quand j'ai téléphoné, j'ai dit, écoutez, là, bon, vos villas m'intéressent, bon, je voudrais voir, mais enfin, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, j'ai été coaché par un type en Mercedes, qui, je pense quand même, au bout d'un moment, il a pigé que moi et 12 millions de dollars, c'était pas vraiment la même chose. Mais enfin bref, j'entre dans ces villas qui étaient à vendre et je m'aperçois que la plupart étaient effectivement vides. Alors l'une des raisons est la suivante. Cette île artificielle en forme de palmier, elle représente bien un palmier avec ses frondes, avec ses branches. La mer entre les branches du palmier. Parce que là, l'un des arguments de vente, c'est vous achetez une villa et vous avez les pieds dans l'eau. Et de fait, la mer à Dubaï, il se trouve, elle est absolument magnifique. C'est un vert comme j'ai rarement vu. La mer est très jolie. Seulement voilà, cette île artificielle, elle est entourée par une digue pour éviter quand même la marée trop forte, les vagues, etc. Voilà, de temps en temps. Oui. Alors, cette digue a fait ceci que elle n'empêche pas la marée malgré tout. Et donc, au pied de la villa, à marée haute, oui, vous avez la mer au pied de chez vous. À marée basse, au lieu d'avoir la mer, vous avez une espèce de mare dégueulasse, grisâtre, avec de la boue entre l'eau et puis la digue. La digue et surtout le rez-de-chaussée de votre villa. Et en réalité, c'est à gerber. C'est immonde. C'est-à-dire que la moitié du temps, c'est à marée basse et c'est absolument répugnant. C'est moche comme tout. Et c'est la raison pour laquelle, en réalité, ces villas ont été toutes vendues, intégralement toutes vendues. Mais à qui? À uniquement des gens qui voulaient spéculer dessus. Il y a très peu de gens qui vivent réellement dans ces villas. Parce que si vous avez 12 millions de dollars,
Vous voulez vivre dans un endroit stupide avec une mare à moustiques devant, juste au pied de chez vous? C'est complètement idiot. En plus, un endroit où il y a strictement rien à foutre sauf que d'aller dans des shopping malls si vous avez 12 millions de $. Non mais ça va pas la tête. Et il faut croire que les gens stupides, il y en a puisqu'ils ont décidé d'en faire un autre archipel d'îles. Alors non, ils avaient décidé à l'époque donc où la bulle avait pas encore éclaté et où c'était tout simplement à nouveau toute cette bulle, c'était exclusivement des spéculateurs et non pas des gens qui voulaient vraiment venir y habiter. Alors on peut se demander mais pourquoi est-ce que Dubaï faisait ça s'ils savaient que c'était principalement des spéculateurs? C'était qu'à long terme, ils croyaient que les bourgeoisies des pays instables dont ils sont voisins, et tu sais qu'ils sont voisins de pays singulièrement instables, à nouveau l'Irak, l'Iran, le Pakistan, tous ces pays-là, il y a quand même une grosse bourgeoisie qui veut vivre à l'occidental, mais qui n'obtient pas nécessairement les visas pour aller vivre en Occident. Donc Dubaï, tout simplement, espérait que ce type de villa et de quartier, in fine, serait vendu à cette bourgeoisie-là. Et c'est pour ça que les spéculateurs, au départ, se sont mis là-dessus. Et ensuite, les spéculateurs se sont vendus les trucs les uns aux autres, jusqu'à ce qu'un beau jour, comme il arrive immanquablement dans ce genre de situation, la bulle crève. Et maintenant, vous avez donc toutes ces villas qui sont bien possédées par quelqu'un, et qui sont pour la plupart complètement vides. Alors là aussi, vous commencez à voir le sable qui s'infiltre, parce qu'il n'y a pas que la lagune dégueulasse juste au pied du truc, mais vous avez le sable qui s'infiltre. Tout ça a été construit en dépit du bon sens. Voilà, alors peut-être qu'on va faire une illustration sonore. Alors une petite surprise, puisqu'on avait commencé cette émission justement avec anthologie d'humour à l'usage des anarchistes. Alors on va essayer peut-être une chanson d'illustrer nos propos, et puis on se retrouve après pour conclure cette émission, donc avec Jean-Manuel Trémont ce matin, en particulier là, puisqu'on évoquait son dernier ouvrage, Sourate pour Dubaï, publié à l'atelier de création libertaire, voilà. Disponible à Paris à Publico, dans les librairies anarchistes ou anarchisantes de France, ou directement sur Internet à l'atelier de création libertaire. Alors on rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40. Né en 92, nom de Dieu, mon nom est Père Duchesne. Né en 92, nom de Dieu, mon nom est Père Duchesne. Marat fut un soyeux nom de Dieu, à qui lui porte haine sans Dieu. Je veux parler sans gêne, nom de Dieu. Je veux parler sans gêne. Coquin filou, peureux nom de Dieu, vous m'appelez canaille. Coquin filou, peureux nom de Dieu, vous m'appelez canaille. Dès que j'ouvre les yeux, nom de Dieu, jusqu'au soir je travaille sans Dieu. Et je couche sur la paille, nom de Dieu. Et je couche sur la paille. On nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense. On nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense. Tandis que c'est les cieux, nom de Dieu, s'arrondissent la panse sans Dieu. Nous crevons d'abstinence, nom de Dieu. Nous crevons d'abstinence. Pour mériter les cieux, nom de Dieu, voyez-vous cette bougresse. Pour mériter les cieux, nom de Dieu, voyez-vous cette bougresse. Au vicaire le moins vieux, nom de Dieu, s'en aller à confesse sans Dieu. Se faire plotter les fesses, nom de Dieu. Se faire plotter les fesses. Quand ils t'appellent Dieu, nom de Dieu, suce à leur équipage. Quand ils t'appellent Dieu, nom de Dieu, suce à leur équipage. Un pied sur le moyeu, nom de Dieu, pour venger cet outrage sans Dieu. Crache-leur au visage, nom de Dieu. Crache-leur au visage. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire. Coupe les curés, pends, nom de Dieu, fous les églises par terre sans Dieu. Et le bon Dieu dans la merde, nom de Dieu. Et le bon Dieu dans la merde. Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves. Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves. Ne sois pas généreux, nom de Dieu, patron, bourgeois et prêtre sans Dieu. Mérite la lanterne, nom de Dieu. Mérite la lanterne. Mérite la lanterne. Vaudrait mieux Radio Liberté.